Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Web TV 64. Aujourd'hui, notre invité est grand maître, un grand maître alsacien, le premier d'ailleurs. Je vous présente Jean-Noël Riff. Salut Jean-Noël. Salut Ken, ça va? Super. Bon, on va essayer d'aller à fond. Alors, j'ai oublié d'envoyer les applaudissements, hein. T'es quand même le premier grand maître alsacien. Voilà. Donc, la star alsacienne. Après, il y en a eu un autre. Il y a donc Bilal Belhassen, que je serais content d'accueillir aussi. Mais en tout cas, voilà, le champion du monde d'Alsace, il est là. C'est génial. Donc, pour te présenter rapidement, hein, t'es grand maître, t'es entraîneur du club de Philidor Mulhouse, et vous avez été plusieurs fois champion de France, jeune, en top jeune, et aussi le premier club au championnat de France jeune qui a marqué le plus de points. Oui, c'est ça. Voilà. On doit être 8 fois champion de top jeune et 5 fois, je crois, meilleur club. Voilà, donc c'est génial. Des super entraîneurs. Et donc, on va profiter de tes talents pour voir les moments critiques des parties du championnat du monde, les parties 7 et 8 entre Magnus Carlsen et Fabiano Caruana. C'est parti tout de suite pour les moments critiques de la 7e partie. On refait le match. J'avoue que j'ai pas trop regardé en grand détail cette partie, parce que j'étais en déplacement ce week-end, et quand j'ai commencé à regarder, c'était déjà assez plat, donc j'ai repéré 2-3 choses, mais c'est vrai que on n'a pas non plus trop vibré dans cette partie, on va pas se mentir. Hein. C'est clair. Alors, ils vont rejouer la même ouverture là qu'ils ont faite 2 rondes avant, je crois. Je fais un petit peu dérouler ça jusqu'au 6e coup, noir. Ouais, j'ai mis du couleur, je suis gentil. Pas obligé de les mettre. Donc, deuxième partie avec cette ouverture. Donc je disais que dans cette position, C5 c'est l'approche récente dans ce idem, et qu'on fasse tour C1, E3, et je pense que c'est Nakamura qui a mis ça au bout du jour, parce que sur évidemment le classique qui avait des 7 à ce moment-là, on pourrait jouer C5. L'idée c'est que sur tous les coups, on va, comme tour C1, aussi jouer C5. Ah, D'accord. Donc c'est simple. Ça, en langue, même dans l'axe de la tour, on accepte de jouer C5 dans tous les coups. Mais bon, c'est clairement le 3, c'est clairement le coup principal. Hein, on va pas trop se mentir. D'accord. Bon, ça me fait penser à une Tarrache, moi, mais ça s'arrête là. Hein. Tarrache avec x4, alors je me dis, bon, peut-être que C5, je perçois pas toutes les subtilités, hein. Mais bon, visiblement, Caruana a travaillé ça. Ouais, bon, de toute façon, Caruana a travaillé ça, mais je pense que t'as eu beaucoup de parties récemment, parce que t'as Nakamura à Nantes et Caruana, évidemment, qui ont joué ça. Je pense que dans les 2 dernières années, la théorie a vachement évolué dans cette position, et du coup, forcément, les positions évoluent. Bon, après, de toute façon, on peut avancer, parce que Ouais. les gens qui regardent des Français 5, c'est clairement le coup logique. Français 5, normal. Ouais, effectivement, Dame C2, je sais pas trop où ils voulaient en venir. Je suis un peu surpris Faire grand de jouer rock. Dame C2, parce que ouais, en fait, ça aurait pu s'il avait suivi, parce qu'il y a eu une partie récente entre Karyakin et Kramnik. Alors, je me rappelle plus trop où c'était. C'est dans cette position-là. C'est tout récent. Et ouais, donc c'était peut-être Amande avec les. Non, c'était Amande. Hein, je dis des bêtises. C'était Amande avec les Noirs. Et c'est un gros bordel cette partie. Ok, c'est difficile de tirer des évaluations précises, mais bon, évidemment, après, qu'il prend 4 prises de 4,
ça a vite Waouh. parti en cacahuète. Déjà, il y a du ça, score. c'est trop. C'est Alors, déjà une ça mauvaise c'est note pour pour les mains, ça. c'est ça. Ça c'est pour les questions, c'est pour les questions d'ordre théorique. Donc, bon, peut-être c'était ça qu'il cherchait à faire. Cavalier D2, j'étais un peu surpris. Alors, je sais pas si tu connais cette position. C'est toujours intéressant de le voir. Non, c'est ça. J'avoue que Donc, je suis un petit peu largué, là, hein, au niveau cette ouverture. théorique, là. Ça a l'air Alors, facile à jouer pour les noirs, hein, comme ça. dans la théorie qui est connue, c'est tour D1, et là, c'est assez marrant parce qu'il y a un coup qui est hyper connu, mais bon, qui est toujours surprenant, et on prépare le 5, Tour en 8. fait, Ah, ouais, tour 8, on prépare le 5, et on recule, on retarde cavalier D2, parce que on verra après la suite, et sur cavalier D2, E5, chasse ok. le fou, et après fou G5, il y a cavalier D4 D4. seul coup. Oh purée. Ouais. Ah, je regarde bien ce qui se passe, là. Si tu fais Attends, si dis, tu fais D4, je veux voir qu'il y avait des D4. cavalier D4, voilà. Ah, Et là, voilà, c'était pour le petit brutal. évidemment, voilà. Et là, en fait, ce qui est, bon, la petite chose marrante, c'est que l'année dernière à Isle of Man, au tournoi en Grande-Bretagne, c'était la dernière partie entre Nakamura et Carlsen. Carlsen avait les blancs, c'était nul, il gagnait le tournoi, et en fait, il y a cette ligne forcée avec Dame C1. Là, tu vas jouer un petit fou F5, et après, F6, cavalier C2, Cavalier C2, intermédiaire, roi roi E2, et tu regardes E2, D4. D4, parce que, Et tu veux jamais prendre le cavalier. l'ouverture de ligne, risquerait de créer quelques petits problèmes techniques pour le roi, parce que finalement, ok, on a deux pièces de moins, on met pas l'objet de H3, et bon, à mon avis, c'est perdu. Enfin, non, c'est pas mon avis, c'est perdu, mais on va même pas tant récupérer de matériel que ça, donc il doit y avoir une manière ou une autre pour forcer un mat, parce que là, je crois que l'objet de jouer roi F3, Ouais, passer c'est artistique. Hein. voilà. Mais en fait, c'est juste, c'est assez marrant, et en fait, c'est Dame B1 le forcé, si on veut avoir une chance, et après Dame B1 fou F3, alors, D3, on peut aussi arriver sur des choses assez directes. Après Dame prend B3, c'est juste que c'est un peu marrant, que c'est beaucoup plus spectaculaire que vraiment efficace. Et là, on joue cavalier E4, et si je me rappelle bien, on va faire cavalier C prend E4, parce que si tu prends du cavalier D4, des fois en fin de variante, tu pourrais avoir des en 3 qui traînent. Ah, avec Ça le pourrait cavalier faire mal C3 assez. qui... Voilà, c'est ça. D'accord, qui se retrouve. Et après pion prend E4, cavalier C prend E4, pion prend E4, dame prend E4. Dame prend. Et là, poum, je crois que c'est dame B6. Alors, Dame B6. Dame B6. Ok. Attaque B2, d'accord. Attaque Mais B2, bon, après, copie. Ouais. C'est en fait complexe, il y a toujours des sacrifices de partout. Là, il n'y a pas de D4 parce que tu fais x8. Et après, tu sais, tu pourras avoir des idées avec A5 pour taper sur l'aile dame qui serait trop avancé. Et en fait, ici, le truc qui était plus ou moins critique, ça devait être ça. Et je pense que Dame c'est B1 pour défendre, c'est B2, c'est... Ouais. voilà, Cavalier E6 attaque le fou G5. D'accord. Et on va faire Wow. 3, D'accord. comme 3, je crois Ouais, que on va faire... alors, soit cavalier F4 ou D4 ou... Ouais, attends, on fait un échec, alors je ne sais plus comment ça marche. Ça doit être dame F4 pour attirer le bon, F4. Ouais, j'avoue que là, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Il y a un boule forcé, mais attends, je peux te dire ça en 3 Nul, on secondes. peut peut-être... remarque... Non, on peut pas mettre une tour en D8, c'est contrôlé par le fou.
Fort complexe, parce que ça, c'est, tu vois, même moi, en l'ayant regardé quelques fois, je me rappelle absolument plus de la manière qu'il farce les choses. Bon, après, tu peux le retrouver assez facilement en partie. Ah oui, c'est ça, Peut-être. c'est ça, maintenant je me rappelle. Oui, t'as raison. Ici, donc dame là, F2, et maintenant on ramène la tour à l'abordage. Ah. Et là, Le cavalier des deux. voilà, en fait, D'accord. l'idée, c'est faire. T3. Ah, Oui. j'ai dame H4, et là, c'est là qu'intervient la bulle forcée. La dame bien, c'est 2. Pardon, Là, dame H6. Dame C2. H6, dame C2, cavalier F4. Pour te Wow. dire à quel point c'est le bordel, que, en fait, plus trop, et en fait, tu termines par un... Ça te plaît, hein. Ouais. C'est marrant parce que les coups se retrouvent assez facilement, mais après tu fais dame H3, dame G4, dame H3, dame G4, et c'est nul forcé parce que le roi peut pas venir en fait. Sur la colonne E, parce qu'il y a reprise du pion avec échec. Et on peut pas faire fou G3 sur dame G4, parce qu'on va reperdre la pièce et avec une grosse attaque. Ouais, t'as toujours le courage, c'est catastrophe assurée. Ouais, puis on a beaucoup de pions Bon, en voilà. plus. Sauter pour le petit passage théorique. Alors, ça va être c'est toujours intéressant aux gens qui se passent. Je vois que tu connaissais pas. Ah non, rien du tout. Là, je me serais demandé ce qui m'arrive avec les blancs, hein, franchement. Bon. Puis bon, après, je serais peut-être allé boire un coup pour oublier. C'est ce qui a été joué par Magnus. Oui. Et alors là, je dois dire, je comprends pas trop bien pourquoi est-ce qu'il est venu s'embêter là. Alors, parce que finalement, j'imagine que Caruana a joué Dame B8 pour sortir de la prépa. Parce que, en fait, il y a une partie récente fait à Paris au Rapide, entre Nakamura et Topalov, enfin Topalov avec les blancs et Nakamura. Ça a conduit par Fubeka et pour moi, ça aurait été, de ce que j'ai vu, ça doit dater de 2017. La prise des 5, c'était la partie Topalov Caruana, Topalov Nakamura, et après Franc C3, B Franc C3, Dame D8. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de problème pour les noirs. Alors, encore une fois, je dis j'ai eu l'impression, parce que c'est forcé, et je sais pas trop ce qu'ils voulaient chercher là-dedans. Ça aurait été intéressant de voir. Ça, c'était juste aussi pour le point théorique. Même si, logiquement, c'est Fouet7 dans cette position qui est principale, mais là, je crois que quand même, il y a de quoi faire dans la position pour les blancs. Mais moi, j'étais resté que B4, B4 était clairement ok pour les noirs. Maintenant. B4, fou E7, enfin bon. On saura pas parce que, en fait, qu'est-ce qui... En fait, il a fait si on continue la partie. Ouais. Alors, dame D8, retour à la maison. Ouais. Cavalier vient en B3. Moi, ce que je te propose, Jean-Noël, c'est peut-être enfin, je vois que, en fait, c'est une position que tu as déjà étudiée, finalement, hein. T'as déjà regardé plein de choses là-dessus. Moi, c'est un œil complètement néophyte, certainement, les personnes qui nous regardent aussi. Donc, on peut rentrer dans les choses très compliquées. Peut-être qu'ils pourront arriver vers la fin du match, si un des deux joueurs veut prendre des risques. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Hein. Je sais pas trop bien. Honnêtement, je sais pas trop bien ce que Caruana enfin, ce que Carlsen avait bien travaillé. Alors après, il a quand même obtenu un petit plus dans cette partie, mais je sais pas trop sur les grandes variantes ce qui était prévu. Donc j'imagine que Nakamura, je confonds, parce que Nakamura c'est le grand spécialiste de cette ligne, et comme j'ai dû voir 20 parties sur cette position, j'ai pas forcément enfin, j'ai l'habitude de dire Nakamura avec les noirs. Donc ici, donc on a continué fou D6, ça me paraît normal.
Fou 7 c'est possible. Je pense que sur Fou 7, on doit pouvoir quand même espérer quelque chose de simple avec les blancs, parce que dans la foulée, tu vas mettre un tour en D1, et ça me paraît, ça paraît quand même être un peu mieux pour les blancs. C'est pas, C'est plus facile à jouer en tout cas. On peut développer tranquillement les pièces. Hein. Tour D1, fou D1. Et ça me paraît être quand même dans l'objectif de Carlsen. Donc, ouais. Bon, après fou D6, ça paraît logique aussi. Je pense pas que Nakamura, que Caruana soit arrivé dans les mains dans les poches et il fait savoir que c'est fou D6, ça, c'est pas ultra naturel. Mais après, le cavalier B3 n'est pas non plus, c'est sur une case supernaturelle. Bon, maintenant, je dirais, dans tous ces systèmes, à chaque fois, c'est le problème les Noirs ont un fou, qu'ils ont encore pas développé. On sait pas trop encore comment il va s'en sortir. Enfin, c'est toujours ce problème d'une pièce qui a du mal à se développer, et où il faut trouver une solution pour elle. Ouais. C'est toujours hyper complexe. Je sais pas, de toute façon, dans ce gambit dame avec fou F4, là, sur toutes les lignes qui sont un peu arides, il y a moins d'attaques, moins le bordel, comme on a vu tout à l'heure, c'est toujours un problème, ce fou C8, effectivement, de savoir. Et après, tu peux aussi, quand l'adversaire prend D5, choisir de reprendre du pion 2, d'avoir ton pion isolé central qui peut être embêtant, c'est, je trouve pas le jeu mais nécessaire. Qui peut pousser peut-être. Voilà, qui peut pousser, mais qui libère le fou, donc ça après c'est toujours des avantages choix complexes. Voilà, c'est difficile à chaque fois de dire comment ça marche. Donc, bon, de toute façon, on va voir dans la partie, peut-être que... Voilà, on va continuer la partie, effectivement. Voilà, donc ici, fou 2. il a joué par la normale, pour tourner, c'était possible. Okay. Aussi, qui paraît assez naturel, mais effectivement, A5, tu A4. Et dans la foulée, on comprend l'idée de Caruana, c'est qu'il peut pousser des 4 vite, un peu classique. Okay. Et s'il arrive, en fait, à pousser A4, chasser le cavalier B3, il aura assez de contrôle sur la case D4. Et évidemment, tu pourras pas, toi, venir mettre ton cavalier en D4 sous peine de jouer toi-même avec le pion isolé, parce que si on imagine un coup normal, fou G5 par exemple, maintenant je pourrais t'envoyer A4, et après, un coup comme cavalier peut-être D4, mais même un coup comme cavalier D4, ce serait une grave erreur stratégique, parce que évidemment, je pourrais maintenant prendre là, et maintenant c'est finalement peut-être la prise. Les blancs qui vont se retrouver avec un pion isolé. Voilà, et peut-être caler le fou là. Mais bon, tu vois, dans le même temps, il y aura parce qu'en fait, je profite. Il y aura peut-être des 5 qui arriveront vite. Ouais, en fait, j'avais prévu de planter un fou en F2 ici dans la foulée, avec cavalier G4, mais j'ai oublié que la dame contrôlait ça. Mais bon, après ça, effectivement, peut-être, qu'est-ce que je peux faire d'ailleurs? Est-ce que je peux prendre ce pion en F4? C'est pas si simple, hein. C'est quand même gonflé d'aller chercher un pion, alors qu'on est, pas complètement développé. Enfin, les blancs ont un roi au centre. Ouais, ça me paraît, faut prendre des 4 avec O5, ça me paraît quand même d'être, s'il n'y a pas de tactique contradictoire, ça devrait aller. Donc là, on voit que tu es dans ton petit laboratoire d'analyse, hein. Là, c'est en fait les personnes qui nous regardent le remarquent ou le remarquent pas, mais tu es dans ton laboratoire d'analyse, et là, tu es déjà en train de chercher des finesses, des choses très très pointues. Alors que moi, je me situe à un niveau du genre pion isolé, pas de pion isolé, pièce qui peut pas se développer. Je fais des flèches de couleurs. On va poursuivre l'analyse, mais ce qui était très bien, c'était donc de voir cette phase de jeu, d'ouverture, avec des possibilités. C'était peut-être ce qui était le plus intéressant de noter dans cette partie, puisque la suite, il va y avoir beaucoup d'échanges, enfin les échanges de pièces vont arriver assez vite, et ça va s'aplanir. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose, donc on va peut-être défiler. Ouais, on va défiler. Donc on revient quoi? Fou 2.
hop, fou 2, voilà. C'était peut-être et le puis on moment. fait défiler. Fou 2, dame E7. Et ok, à partir de là, certes, si on se réfère aux parties précédentes, les pièces vont rester un peu plus longtemps sur l'échiquier. Je sais qu'on regardait cette partie, là, on était en Irlande, et c'était Mathieu Cormac qui faisait souligner ça, parce que il a dit que j'étais pas juste, juste montré la position après les échanges en disant que, ok, il se passait pas grand chose dans la partie. Et, bon, après ça, je vais juste te montrer la position là. D'accord. Il y avait encore. Cavalier 6, G3, fou C6, et je disais, bon, ok, il va y avoir des échanges, les tours vont rentrer, et comme il y a fou C7 qui arrive dans la foulée, on peut même pas dire que le cavalier va prendre, que les cases noires vont être prises, et je disais, ok, ça va probablement faire nul, peut-être 2-3 coups après. Mais bon, et il me disait, non, mais tu sais, il y a toutes les pièces sur l'échiquier. C'était la petite blague pour dire au lieu qu'on rentre dans une finale tout de suite, il y avait beaucoup de pièces sur l'échiquier après d'un coup, contrairement à certaines parties où on a pu vu s'enlever très rapidement. Ça fait croire qu'il y a des velléités de combat qui va se passer quelque chose, mais en fait, tout d'un coup, il va y avoir des échanges. Alors déjà, les tours, alors, je sais ça pas, arrive assez vite. Ouais, je suis allé vite peut-être, parce que la phase de jeu est quand même intéressante ici. J'aime bien la manœuvre de Caruana qui est hyper intéressante. Ce replacement de cavalier pour préparer l'ouverture de la colonne C, mais surtout, tu sais, pour filer le chemin au fou C6, enfin au fou C8 qui avance C6. Et là, 7 C6, il anticipe déjà son remplacement, ce qui est plutôt bien joué, et je pense qu'avec cette manœuvre, on est très très proche de l'égalité. Je sais pas comment on peut améliorer ici, cavalier prend C4, et prend C4 malheureusement, prendre ses pièges de balayeur en fin de variante, je connais bien les pièges de balayeur. Il va y avoir. On peut le regarder parce que ça il faut voir, tout d'un coup il y a, comment dire, un pion qu'on peut capturer. Alors on va jouer cavalier 5. Est-ce que je peux jouer le coup? Visiblement. Vas-y. Donc, cavalier prend C4. Ah oui, voilà. Donc, cavalier prend C4. Ici. Cavalier prend C4, pas bon. Les noirs reprennent, fou prend. Et là, on peut poser la question, ceux qui nous regardent, 2 pièces en prise. 2 pièces, pardon, pas défendues. Et ben, les noirs ont un coup pour attaquer les deux. Et c'est souvent la dame qui est capable de faire ce type de manœuvre. Hop, effectivement. Donc les attaques doubles, c'est toujours des thèmes dont il faut se méfier. On perd pas de matériel, mais tu vas te faire prendre la paire de fous après, avec fou prend F6. Je sais pas quel est le mieux, je dirais dame prend C4. Dame prend C4, ils ont du mal à roquer. Voilà. Et au moins tu t'es pas évité, enfin tu t'es pas affaibli l'aile roi. Et après la manœuvre C6, C6 c'est juste l'avantage pour les blancs, pour les noirs, il n'y a pas vraiment de compensation. Enfin, il n'y a pas de compensation. Et le fou F6 c'est quand même mal à l'aise. Bon, donc du coup, sa manœuvre était plutôt bonne. Je pense que, après ça, c'est peut-être déjà le personne qui doit se dépêcher pour récupérer son pion, pour éviter les conneries. Donc là, il se dépêche, il attaque. Là, les pions sont plus ou moins forcés. Et il va récupérer son pion, mais il va perdre des possibilités ou son avance. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il avait une avance de développement? Je suis pas sûr. Il avait l'avance de développement. Le fou C8 quand même, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Et en fait, après, là, les échanges se... Les échanges les tours s'échangent. Il y a pas grand chose à faire. Et maintenant, il y a probablement rien du tout. Après, c'est possible que dans cette situation, Caruana n'ait pas été ultra précis. Il aurait peut-être pu jouer autre chose que la prise du G3, tu veux dire? Parce qu'il a laissé peut-être un peu de contre-jeu
euh, à Magnus, peut-être fallait jouer un coup simple, B5, quelque chose pour un peu fixer les pièces Pièce blanches et aller dans la ouais. l'échange en G3 ou quelque chose. Bon, dans tous les cas, même ça a pas suffi. Et voilà, on peut le montrer. Ouais. On peut montrer la suite de la partie. Ah, fou B5 t'as pas suivi, mais tu voulais montrer la suite de la fou partie. B5? Non, juste pour expliquer un peu ce que je parlais là, on fixe un peu les pièces blanches et on retarde un peu parce que de toute façon les blancs n'ont pas tout à fait le loisir à tout faire. Et on menace quand même d'échanger rapidement les choses. Et dans la partie, tu vois, ils ont amélioré un peu leur jeu, mais y a quand même pas grand chose. Hein. On est d'accord. Même l'échange du fou en G3, ça a enfin, comment dire, ces pions là devant le roi, c'est pas si mal. On va voir que les blancs vont consolider même en jouant, en échangeant le fou de case blanche et en mettant les pions sur case blanche pour faire une sorte de béton contre le fou noir. C'est assez fréquent dans pas mal de, peut-être pas avec le pion G3, mais tu sais, ces petites manœuvres à base d'F3 et 4 pour un peu fixer le jeu des noirs et espérer avec avec la prise d'espace, avoir du jeu, que le roi se rapproche pour le final par F2, 3. Ah, c'est toujours complexe, hein, c'est des petits avantages qui nécessitent une grande maîtrise. Mais ça n'empêche que dans la partie, honnêtement, on n'a quand même pas vu grand chose. Donc ici, B7, ça paraît normal peut-être. On pouvait faire la même chose du côté des noirs, faire un truc genre F6 et après F7. Le fou pouvait se faire attaquer assez facilement, oui, c'est ça. Ouais, alors, mais tu vois, par exemple, il aurait pu faire pareil que Garcen en jouant F6 pour F7, qui était pas idiot non plus. Mais c'est ok. Je pense que il n'y a pas grand chose quand même, hein, tu vois, parce que là, on a continué. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais attardé. Et là, Carlsen prend quand même les meilleures chances. Parce que là, si tu veux, comme il apporte un déséquilibre et que le fou B7 n'a pas trop d'espace, alors il obtient. Il aurait battu un mec, probablement un mec pas trop fort, enfin, de proportion gardée. En exploitant des micro-avantages. Voilà, c'est ça. Pour un adversaire comme Caruana, je ne prends pas de seconde, on va pas se mentir. La dame E7, c'était plutôt bien vu. Et je crois que ouais, c'est pas mal. Voilà, ça il va. C'est toujours des coins un peu gênants. Que 5, c'est bien vu aussi, mais de toute façon, tu fous des pions sur case noire pour choper l'avant-poste en D6. En D6. Voilà, et aussi que, comme on dit, un adage, mettre le maximum de pions sur la couleur inverse du fou, quand on a une finale cavalier contre fou, pour que le fou devienne finalement inutile. D'accord, donc il tape dans le vide. Il tapait dans le béton, et tout d'un coup, il tape dans le vide. Exact. Il y a eu un petit changement technique. Mais, ok, alors ici, peut-être que Carlsen aurait pu tout de suite échanger la dame, en se disant que après ça, il aurait effectivement la structure du pion blanc est cassée. Ouais, mais par contre, il a tout fixé sur case noire, et s'il arrive un peu à bloquer les pâtés de pion à l'aile roi, il aurait, avec le cavalier qui saute, des petites perspectives pour emmerder la structure noire. Et à ce moment-là, il aura des chances d'avantage. Mais probablement, si tu colles ton fou en A6, ton roi en C6, quelque chose dans ce genre-là, roi en E7, t'empêche en fait les possibilités de percer du cavalier. Et à ce moment-là, c'est peut-être juste nul. Hein. C'est nul. Voilà. Mais bon, par contre, on va aller jusqu'au bout, on va jouer les coups, tranquillement, et on va voir que... il y a l'échange des dames qui va arriver. On est là. C'est un peu... F6 pour miner le support du cavalier. Donc les blancs pas d'accord, je garde mon cavalier en D6, je défends. Et les rois qui courent. Non, ça s'est pas arrêté à roi D7. Ah non, ça s'est arrêté au 40. Je croyais qu'on avait analysé ce machin.
Alors c'est drôle parce que là, ça s'arrête, mais on voit bien que le roi noir peut monter, peut peut-être aller en C6. Par contre, si le roi blanc avance trop, bah il y a le pion G2 qui n'est plus défendu. Donc, Ils ont juste répété pour ici. montrer la séquence. Comment Répété ici, hein, si je me rappelle bien. Ils ont fait nul bientôt là. Roi F2, hop, C'est- ouais. Et pourtant, on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si les blancs continuent? Alors, attends, si les blancs continuent, il faut F1. Il faudrait que je mette une position où il se passe un tout petit quelque chose. Allez, les échanges de pions. Là, par exemple, on essaie de fermer la boutique au fou, mais en même temps, on met un pion sur case blanche. Alors, donc, là, les blancs ne t'auraient pas écouté, Jean-Noël, puisqu'il faut mettre le pion sur la case opposée. Mais on voit bien que ça tient un peu, hein, tout ça. Voilà. Exact. Et grâce au roi actif, les blancs tiennent cette position. Voilà. Bien que, même s'ils ont un pion de moins, les pions doublés à l'aile roi ne passent plus. Yes. Ok. Alors, après cette partie super passionnante, on va passer à la rubrique Actu. Ah oui. C'est parti. Alors, pour parler de l'actualité, je vais j'ai préparé un peu différents éléments pour toi, notamment, puisque tu as participé à un tournoi récemment, voilà, et on voit que là tout de suite, les choses sont sérieuses. T'es parti à Kilkenny en Irlande, donc là c'était le week-end précédent. Il y a 3 jours. Je suis rentré hier matin, donc, enfin hier midi d'ailleurs pour être plus précis. Donc c'est vraiment tout récent. C'est un peu physique leur mais c'est un endroit où finalement. En fait on joue 6 rondes. Alors ils ont une cadence un peu spéciale parce qu'ils veulent pas nous lever pour le classement feed. Et du coup, on va avoir des parties intéressantes parce que c'est comptabilisé pour les lots irlandais. Et pour avoir des parties intéressantes, on joue à une cadence un peu bizarre de 1h30 minutes, plus 15 secondes par coup. Alors, ça te permet quand même, ça te permet quand même d'avoir des parties sympas. Et ok, comme pour tu t'arrêtes de noter quand il faut 35 minutes, mais par contre, on joue une ronde à 20h le vendredi, 3 rondes le samedi et 2 rondes le dimanche. Avec un blitz qui clôture le tournoi le dimanche soir, donc pour te dire, tu vas pas enfin, si, ce sera mentir de dire que tu vas pas pour rigoler, parce que c'est un peu ce qu'on fait, mais je te connais quand même, je pense que t'es allé un peu pour passer un bon moment. Même si t'as terminé 3ème. J'ai terminé premier ex-aequo, j'ai partagé la première place avec 2 mètres, donc Sébastien Mazet et c'est un Russe qui est installé en Irlande depuis longtemps, Babourine. Et finalement, on a partagé la première place avec un ami irlandais vachement sous-coté, peut-être un peu plus de 2300, mais pas plus, mais qui hyper dangereux, hyper bien préparé, et tu vois, qui a par exemple fait nul aux dernières Olympiades contre Tsekovenko, ce qui est pas rien, tu vois, tu fais pas nul contre un mec installé à 27-50 depuis longtemps, par hasard. Quoi. Voilà, donc en fait, bon, après, pour l'histoire, ça reste quand même que on est quelques Français à y aller, on était même 8 ou 9, je pense, et bon, on a passé un gros week-end, un peu la fête en Irlande, on écume un peu les bars, et quand même dans un cadre qui est hyper sympa, chouette, et voilà, c'est ça, et en fait, le tournoi est quand même assez sérieux et suivi en Irlande, tu vois, c'est pas genre le tournoi que tu vas faire dans le pub du coin, comme on peut faire. Ah, effectivement, non mais c'est classe, hein. Là on a pu reconnaître Mathieu Cornette, Sophie Millet, c'est pour ça que j'y ai plein de Français, donc c'est super chouette comme endroit, hein. Ça fait un peu rêver, on pourrait passer des vacances. Voilà. Ouais, non mais clairement, hein,
Petite ville, ça doit être dans l'ouest de l'Irlande. Et t'es à 1 heure de train, 1 heure et demie de train de Dublin. Et c'est quand même hyper accessible, tu vois. Par exemple, nous, on est parti de Mulhouse à 14 heures le vendredi, alors qu'on avait ronde à 20 heures à Kilkenny, tu vois. Donc c'est quand même pas, enfin, en fait, c'est pas non plus un trajet qui va te prendre, qui va te prendre une journée, quoi. C'est pas un périple. Bon, en tout cas, Exact. c'est une expérience que j'aimerais bien faire finalement. Ça doit être chouette de partir comme ça. Bon, j'ai juste pas compris la cadence. C'est plus qu'un seconde avec des trucs. Ça fait un peu mal à la tête. C'est peut-être voulu. Hein. Ouais, mais si tu veux, l'idée, c'est qu'ils veulent quand même que les gens, que les amateurs puissent avoir des grosses parties. Et dans le même temps, ils veulent pas le comptabiliser pour le feed, pour plein de raisons. Et du coup, ils ont un peu ce système un peu bizarre. Parce qu'il y a un autre gros master, c'est que t'as toujours Chart qui joue tous les ans. Et tu sais, c'est à Bunratty, au mois de février. C'est un peu le même principe. Ils jouent dans un hôtel un peu classe. Et t'as Chart qui joue tous les ans. Et t'as eu quelques joueurs assez forts, genre Adams, Zwiddler même, qui a joué une année. Et tu vois, c'est un peu, tu vois, un truc, t'as l'impression que c'est un peu le tournoi festif, mais quand même, ça envoie sur les premiers échiquiers, quoi. D'accord. Chouette. Donc là, on va faire le lien avec ton célèbre club, Mulos Philidor, puisque là, il y a un article sur toi, l'appel de la Guinness. Ah oui, là, effectivement, il y a la bière. Là, tu vois, tu m'en as parlé, mais maintenant, je la vois vraiment et ça me donne un peu soif. La particularité de ce tournoi, c'est que il n'est pas interdit de boire pendant la partie. Alors bon, évidemment, c'est pas recommandé, et comme l'objectif, quand même, d'être un peu dans le coutume locale, de faire attention. On suit la règle, on suit la coutume, et donc ça nous arrive de boire des bières pendant la partie, alors toujours avec modération, hein, tu connais. Bien sûr, bien sûr. Ah, tu fais bien de le dire. C'est parfait. Mais et donc, encore félicitations pour ta 3e place. Alors, dès qu'il y a des félicitations, tu fais un podium. On est obligé de saluer la performance. La performance. Alors, ça fait le lien avec le Philidor Mulhouse. Effectivement. Donc là, j'ai fait quelques captures d'écran. Il se passe toujours plein de choses. Donc, un club avec plein de jeunes joueurs. Et ils ont la chance d'avoir les entraîneurs, la famille Riff, toi, Vincent. Alors, Sébastien qui était avec toi au tournoi de Kilkenny, il n'est pas entraîneur d'échecs, mais il joue toujours à un très haut niveau. Donc voilà. Donc, ouais, il a quand même arrêté depuis un moment, mais il garde toujours un œil sur l'actualité. Et là, il faisait son retour à Kilkenny. Il n'avait pas joué de partie officielle, il n'avait pas joué de partie plus que Rapid ou Blitz depuis 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans. Bah mais il faut toujours garder un pied, ça c'est chouette. Ouais. L'échec, rien que le fait de pouvoir voyager, c'est quand même quelque chose de génial. Et j'ai parlé à l'introduction de l'émission de ton titre de grand maître, premier grand maître alsacien. On a attendu longtemps, donc fallait quand même présenter donc en 2014, voilà, du journal L'Alsace, donc où là tu fêtes ton titre et puis tu es grand maître et c'est une photo prise au club. Exact. Super. Alors on revient Philidor Mulhouse, donc cette image je l'ai montrée, et puis il y a également même un site dédié que vous avez créé, par exemple pour le Top Jeune, puisque tu es entraîneur de l'équipe du Top Jeune de Mulhouse Philidor, entraîneur de plein de jeunes de ton club. Philidor 8 fois champion de France en Top Jeune. Exact, c'est surtout en fait, on a gagné des titres. Quand moi je jouais encore en pupille, mes 2 frères jouaient avec moi en 92 et 93. On a eu des périodes un peu où on a fait quelques podiums en Top Jeune, mais pas des trucs ouf. On a dû gagner un titre un peu par hasard sur un petit saut de génération en 2001. Mais là, on est sur une bonne dynamique parce qu'on a fait 5 titres en 6 ans, et le titre qu'on n'a pas eu dans ces 6 ans, on avait fait 10 victoires et un match nul
sur la saison, et on a perdu le titre pour 2 points de départage. Mais on avait mené toute la saison, et le match décisif contre Cannes, on menait 8-2, on a fini par faire 8-8, et on s'est fait, disons, on perd le titre sur des détails dans la saison, mais c'était pour dire on a sur les 7 dernières années C'est un peu de monstrueux ce que réussite vous avez fait, quoi. importante. Et du coup, Réussite. exactement. Superbe. Non, Je vais peut-être pas encore relancer les applaudissements, mais allez, pour les jeunes. Alors, pour les jeunes qui ont remporté plein de fois le titre de champion de France. Et aussi en individuel. Donc, puisque au championnat de France individuel, cette fois-ci, vous avez combien de champions de France vous avez On a, en 2018? on a terminé meilleur club avec 3 titres. Il y avait donc Cécile Sarno qui était championne en junior, fille, donc un Bury qui était champion en cadet, et Noam Patel champion en pupille. Et donc pour compléter, on avait Jovan Bettino qui était vice-champion en minime. Après pas mal d'accessites, de places dans les 5-6 premiers. Pour compléter un peu ça, l'idée c'est toujours du groupe. Oui, c'était une belle réussite en termes de points. Parce on a dû faire quelque chose comme 40 et demi sur 45. C'est-à-dire qu'on prend le total des 9 meilleurs, des 5 meilleurs, et on ajoute leurs points sur 9 parties. Donc, pour faire un ordre d'idée, ça fait plus de 8 de moyenne, ce qui n'est pas fréquent. Je pense que c'est un record dans l'histoire. Vous avez survolé le championnat. Alors c'est super, bravo pour tout ce travail, et puis pour tout ce que vous donnez aux jeunes en fait. Hein. Toi, et puis on parle aussi des autres entraîneurs, et puis je crois faut aussi saluer Claude Schmitt, qui est le président du club de Pied d'Or depuis. Qui nous permet de faire ça. Et même pour compléter avec la famille, c'est à mon père qui nous aide depuis 5-6 ans, et qui essaye un peu il s'occupe pas du tout de la partie échiquienne, mais il bosse un peu sur les parties un peu mentales, coaching mental. Ouais. C'est un peu comme fait Alain Gensling sur un peu le truc. Et en fait, ça aide vachement parce qu'il n'a pas du tout l'œil échiquien. C'est-à-dire que lui, il s'est joué vite fait, tu vois. Il 300 niveaux, il sait plein de choses. Confirme. Oui, voilà, ça, il sait plein de choses parce qu'il nous a montré des choses quand on était petit, mais globalement, il va se faire toller contre tous les petits de l'équipe. Donc, c'est sympa aussi d'avoir un œil un peu extérieur qui est pas du tout échiquien, parce que quand il suit les parties, pour lui, ok, il compte les pièces, quoi. Enfin, tu vois, il va pas avoir un avis échiquien, et ça permet d'avoir un œil un peu extérieur et assez nouveau sur ces choses. Donc c'est vrai que et surtout de motiver. Je suis sûr qu'il participe beaucoup à la motivation des jeunes. Rien que le fait de sortir c'est lui aussi qui participe beaucoup au site, à la mise en ligne des résultats. Je crois que dès qu'il y a des résultats qui tombent, il les publie. Donc, ce site, c'est lui qui est à la base, il venait juste pour faire le site internet, et puis finalement, on l'a intégré dans le staff, et il a un œil extérieur qui est quand même plutôt, c'est une vraie plus-value dans le jeu, parce qu'il n'a pas, ce qui se passe sur les échiquiers, il n'impacte pas lui, parce que c'est pas ce qui se passe. Et ça, bizarrement, on s'en rend pas compte de l'importance que ça. Il va pas avoir de réactions qui sont poussées par je sais pas, les feelings que t'as par rapport à comment les petits ont joué. Il va que se fixer sur des choses qui sont extra échiquiennes. D'accord. En tout cas, c'est une chance d'avoir personne qui est. Je comprends complètement, mais j'ai remarqué ce rôle qu'il jouait assez vite quand j'entraînais encore les jeunes de mon club, et que je remarquais donc Edouard, ton papa, qui était là et qui coachait, qui motivait. Et ça, c'était une nouveauté. Exact. Voilà. Alors, on va revenir au championnat du monde. Juste, je fais un lien avec donc le fond d'écran là qu'on voit derrière moi. C'est un fond d'écran qui provient du site Kappa Kaspa, donc qui suit
le tournoi, le championnat du monde. C'est un très, très chouette site français sur l'actualité échiquière. C'est parti. Là, c'est intéressant parce qu'on va avoir quelques parties, donc on va peut-être essayer de moins s'attarder sur le début. Enfin, comme tu veux, hein, c'est toujours pareil. Alors, juste, voilà, je te permets de prendre des commandes, et donc on va s'arrêter au premier point critique, après D6. Là, ok, toute la théorie, ça c'est pour les gens, il y a eu Sveshnikov. Alors, de toute façon, c'était plus ou moins ce que j'attendais, parce qu'en fait, on ne savait pas sur cavalier C6 ce qu'il avait prévu. Il aurait pu prévoir un dragon accéléré, il aurait pu prévoir Kalachnikov, ça me paraît un peu plus douteux. Et ok, je le vois quand même mal jouer une taille à 9 contre un mec comme Caruana qui est super fort dans ses positions de sicilienne à reposer. Et c'est clairement dans le style de Magnus de jouer la Sveshnikov parce que c'est des structures qui sont figées et c'est là où il va démontrer sa puissance sur les passements de pièces, ce genre de choses. Donc je pense que c'est un choix qui colle tout à fait à Magnus. Et pourtant, on va voir que dans cette partie, c'est quand même Fabiano qui a dominé. Ouais, mais Fabiano a été malin ce coup-ci. Il a été malin dans le sens où si tu veux les grandes lignes, ça on n'apprend rien, on va pas apprendre même aux néophytes. Alors récemment, évidemment, la théorie c'est vachement attardé sur cette position-là. Prise et C4. Ça a un peu surplanté l'autre ligne principale qui était ici, fou pour F6. Et ça, pour les amateurs de beaux jeux, il faudra regarder ces trucs. Alors là, il y a des sacrifices en B5 de partout. Il y a des trucs avec D3, H5. Là-dessus, il y a vraiment de quoi faire en termes de bordel, mais évidemment, avec les ordi, j'ai des lignes, c'était moins, forcément, c'est des sacrifices concrets. L'ordinateur fait rarement de blagues là-dessus. D'accord. Donc ça, c'est pour les infos. Ouais. Donc, il a joué une petite ligne Alors, qui a des 5 tout de suite. Pas tout à fait. Si on avait joué le championnat il y a 2-3 ans, j'aurais probablement été hyper surpris. Là, je l'ai été beaucoup moins parce que récemment, tu as eu des parties de Jobava, qui a joué ça beaucoup, et tu as aussi, si je dis pas de bêtises, un russe, Otarin, qui a joué ça contre Gelfand 2-3 fois. Jobava, donc il est connu pour être un joueur assez original. C'est ça. Et en fait, en gros, si tu veux, on arrive dans une position qui est connue de tous les arnaqueurs. Si on joue cavalier E7, sur C4, on peut pas répondre A6, A6, ça normal, chasser le cavalier. Dame A4, c'est pas ça. Petit Dame A4, très problématique direct. Ah. Et pour te dire à quel point... c'est tout de suite foutu. Et c'est tout de suite à bon. On perd la qualité. Ah, tout de suite à bon. Alors, on perd la qualité. Et assez marrant, le seul coup qui perd pas de matériel ici, c'est Roi D7. F6. Arrête. Oh, surprising, hein. Alors, tu sais pourquoi. Alors, ça, c'est pour... la première fois que j'ai vu ça, c'était une partie de Jacques Metzer avec son adversaire a réfléchi 3/4 d'heure, c'était une Allemande, et lui a joué Roi D7. Et ça m'avait fait marrer, évidemment, la partie, techniquement, est complètement foutue, mais on perd pas de matériel. Donc, tu vois, le côté un peu pragmatique de son adversaire, pas voulu perdre de pièces. Et je pense qu'il faut de l'humour aussi pour faire Roi D7. Donc, pour cette question, évidemment que c'est perdant, mais c'était juste pour le petit passage comique. Dans cette position. Et donc, finalement, cavalier E7 a été surplanté depuis longtemps par cavalier D8 pour éviter que pièce se marche dessus, mais cavalier E7 est vachement plus intéressant que ça peut en avoir l'air. D'accord, donc là, on est dans les méandres de la Sveshnikov. Là, tu nous as montré plusieurs variantes possibles. Et ce qu'il y a de bien dans ces ouvertures qui sont quand même très saines, c'est le nombre de variantes, le volume de possibilités qui fait qu'on peut naviguer dedans et puis faire des choix. C'est là où Caruana a été malin, parce que je pense qu'il n'a pas voulu se frotter
à la préparation sur la grande ligne, parce que Caruana, c'est quand même un mec qui est réputé pour avoir des prépas bien pointus dans les grandes lignes. Et si tu veux, son choix il est plutôt malin dans le sens où évidemment que Magnus a bossé sa pub avec Cavalier D5, mais évidemment aussi que c'est pas là où il a cherché le plus. Et si tu veux, comme il y a eu 3 Rosso Limo, plus les journées de repos, plus le break, c'est sûr que ces secondes ont travaillé à mort une petite variante pour qu'il arrive, tu vois, au moins à jeu égal avec Magnus, qui a dû préparer ça des mois en avance. Ah, d'accord. Bah, ils ont bien travaillé, alors, les secondants de Fabiano. Oui, bah, j'imagine que après E4C5 et F3 KC6 du premier match, ils ont dû bosser dessus comme des malades, et pour être prêts 10 jours plus tard, en sachant évidemment que les prépas avec les secondes de Magnus, ils étaient déjà depuis des mois dessus, hein, c'est plutôt sûr. D'accord. Fait pas le match, mais voilà, dans les gros championnats du monde qu'on connaît, si on cherche la plus grosse prépa d'avant-match qu'il y a eu, ça reste quand même probablement la Berlin de Kramnik contre Kasparov en 2000, parce que Kasparov s'est fait complètement surprendre et a pas réussi à trouver de faille pendant le tournoi, parce que l'équipe de Kramnik avait bossé ça pendant 6 mois, un an à l'avance, et avait trouvé des idées tellement pointues que pendant le match, l'équipe de seconde de Kasparov n'a pas réussi à créer de problème. Il y a eu des grosses prépas avant, mais c'était une des premières qui a vraiment marqué le tournant du match, quoi. Il y a eu des grosses surprises, mais là, c'était une surprise, parce que maintenant, la défense de Berlin, c'est une ligne qui est mondialement connue, qui est jouée par tous les champs, par Carlsen, probablement Caruana doit savoir aussi faire, mais disons, tout ce qui est Aronian, Karyakin et tout, c'est Kramnik toujours évidemment, c'est tous les meilleurs du monde, peut-être à l'exception de Maxime, on a Berlinoise à leur arc. Mais à l'époque de Kramnik, c'était censé être une ouverture pas très bonne. Voilà, c'est la grosse surprise. Je crois que c'est même Lautier, on lui a demandé de travailler dessus, alors que c'est un joueur d'attaque naturel, et il a dû se faire violence pour travailler sur cette ouverture. Ouais, non, c'est sûr. Alors revenons à notre partie, à la Sveshnikov, et donc préparation de Fabiano. Donc effectivement, normalement effectivement c'était C4 qui a toujours été le coup commun, on va dire. Et si tu veux, l'objectif c'est que les noirs vont essayer de pousser F5 et créer du jeu sur l'aile roi. Et pendant ce temps, les blancs vont essayer de pousser, de garder le contrôle sur l'aile dame, un peu à la manière d'une Neschdorf. Et contrer l'attaque des blancs, des noirs par un simple, on verra de toute façon dans la partie, un simple F2 F4 qui bloquera la structure F5 E5. Ça c'est pour les idées générales. On va pas trop regarder C4 puisque de toute façon on va retrouver des idées similaires dans la partie. Mais C4 ça a été clairement le coup principal, mais A4 j'étais déjà plus ou moins au courant parce que j'ai voulu jouer ça cet été avec les blancs, donc je vais travailler un peu. C'était déjà le coup que j'avais choisi moi. Bon, c'est pas un gage de réussite, hein, mais bon, c'est juste pour dire que ça, c'est quelque chose qui est assez récent et qui est clairement un bon choix de la part de Fabiano, parce que on est sur des sentiers un peu moins battus. Un peu moins battus. Alors c'est drôle parce que A4, ça peut faire penser même à des manœuvres. Moi, je vois une manœuvre déjà. Ça me fait penser à ça. Je sais pas. Ouais, ça peut arriver dans quelques Ça peut arriver. Parce que finalement, ok, le truc, l'idée principale, c'est que plutôt que de ramener le cavalier en C3, bah, tu vas ramener le cavalier en A3 pour virevolter vers C4, et avec A5, on va bloquer la structure. Par exemple, maintenant, l'adversaire répond A6, qui est pas très malin. Hein. Simplement revenir là, repasser par C4. Bloqué avec A5, la structure de pion, et ensuite, quand même, qu'il y avait dans B6, et derrière... Je vais jouer les coups. Avec les flancs. Ouais, wow. Si tu veux jouer les coups. Ah, ça fait plein de flèches. Alors moi, j'ai une formule magique. Moi, je rejoue avec les blancs. Ça, c'est magique. J'oublie toujours. C'est pas mal. J'aime bien jouer plusieurs coups de suite, ça m'amuse. Ah, mais je sais, en fait, j'oublie toujours, parce que quand j'en ai besoin, j'oublie comment ça marche. J'oublie Contrôle Alt 0.
contre la misère. Ok. C'est Ouais, noté. t'as un peu froid, hein, je vois, hein, parce que non mais il fait froid hein, ici. Aujourd'hui 2 degrés, donc Ah ouais, moi ça, aussi. ça, Qu'on se réchauffe, il faut qu'il y ait du sport sur l'échiquier. Alors, bon, alors on va on revient. parce que là, ça, une fou et 7, fou et 2, c'est normal. En fait, les blancs n'ont pas intérêt à ramener leur cavalier en A3 trop vite, parce que finalement, ils attendent quand même la poussée à 6 pour affaiblir la case B6. Alors, là, on avance ça, c'est plutôt normal. Donc, F5, c'est l'idée, mais cavalier D5, et D7, ça paraît plutôt logique. Et cavalier 2 et fou D2, c'est le premier changement. Enfin, c'est très malin. Là, c'est plus parce que ça a l'air bizarre de mettre son fou en D2. Mais on va comprendre que l'objectif, c'est que après A6, voilà, tu vas repartir avec ton cavalier. Et des fois, Cavalier à 3, tu tu l'as auras dit. besoin de ce tempo. Ouais, parce que tu auras besoin de ce tempo. Aussi la possibilité, évidemment, après un coup comme F5, de pousser A5 comme la partie. Et là, t'as pas envie de te prendre A6 et A6 et ah merde, j'ai fait n'importe quoi. Je remets. T'as pas envie de te prendre A6 et sur cavalier A3, tu défends le pion A5. C'est un peu profond, Ouais. l'idée. Ça arrive pas souvent, mais comme ça. C'est une, Donc c'est une bonne... c'est un pion qui immobilise les pions, enfin comment dire, le pion à 5, ouais, immobilise les pions noirs. Donc casse faible en, alors les immobilisés je peux les faire en jaune et casse faible je peux la faire en rouge par exemple, je sais pas, pour dire que les noirs vont devoir toujours surveiller ce qui se passe par là. Exact. Donc, là, juste pour précision, je sais dans cette position-là, alors, je remets, c'est juste pour expliquer parce qu'on va voir que le fou a des problèmes. Dans certaines nages d'or, tu as cette possibilité un peu bizarre de mettre fou F5, fou G6 pour sortir ton fou et pousser F5 dans la foulée. Je sais pas ce que ça vaudrait dans cette partie, mais c'est peut-être une idée. On aurait pu sortir plus vite. Hein, je sais pas trop. C'était juste parce que j'y pensais pas, parce que je voyais que le fou était enfermé après qu'il y avait des 7. F5 fou G6, pourquoi pas. Bon, toujours se méfier après les blancs fassent F4 et ferment la boutique. Ouais, c'est un peu la problématique. Je dois dire que j'ai pas assez analysé cette position pour en être convaincu. Donc on va dire que c'est plutôt normal. Je pense de toute façon, Carlsen a joué plutôt normalement jusqu'ici. Et ici, effectivement, on avait le choix probable entre F4 et E4. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être F4, c'était une idée pas bête. Bah, F4, on va dire que... Bon, ok. La chaîne de pions. C'est joli, on va dire, dans un premier temps, si on regarde d'un point de vue esthétique. Mais ensuite, au niveau des fous, bah, les fous, ils sont libres aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir jouer. Fou F5, fou peut aller plus loin. Enfin, en tout cas, ce fou peut participer éventuellement à une attaque à l'aile roi. Voilà. Dans l'autre cas, le coup E4, alors c'est... Moi, ce qui me fait peur, c'est que les pions noirs se fassent bloquer, et qu'après, bah, on va se retrouver avec un super mauvais fou en C8 qui sait pas quoi faire. Ouais, C'est ce que je vois. je suis assez d'accord. Ouais, je suis dans ce jeu, je suis assez de toute façon dans ces positions, c'est toujours c'est toujours à double tranchant, hein. C'est ces avancées de pions. Si tu te prends le blocage, tu peux le voir dans la partie d'ailleurs. Si tu te prends un vieux F4, tu peux passer en 7 quarts d'heure. Hein. Parce que si tu lâches la case D4, alors c'est peut-être moins grave que dans certaines nages d'or où quand tu fais E4, t'as la case D4 qui est ultra faible, puisque là le cavalier finalement a pas vocation à venir en D4 et en E6, mais ça libère quand même vachement de cases. Ouais. Bon, on peut dire qu'après E4, peut-être le cavalier D7 serait libéré pour aller en E5, mais c'est même pas sûr, puisqu'il y a F4 qui arrive. Ouais. Bah, de toute façon, c'est toujours problématique. Donc E4, de toute façon, ça me paraît pas anormal. Et maintenant, je trouve que la manœuvre donc évidemment là, les blancs vont pas s'amuser à faire prise de 5, parce que ça donnerait 5 pions contre 3 sur l'aile avec une avalanche. sur l'aile roi. Ouais. Bah, avec une petite avalanche. Ok,
il faudrait avoir les coronets bien accrochés pour accepter que tous les pions avancent comme ça. Donc, T'étais pas en Espagne, là, t'étais en Irlande, hein, je crois. mais c'est moins Mais en joli en anglais. Donc, je préfère le dire en espagnol. Alors là, c'est quand même normal de faire KF6, et en fait, je pense que là, tour de 8, c'est classique. F4, très fort de Caruana. Fabiano Caruana. Ouais, parce qu'il fixe en fait la structure de pion, mais évidemment, il ne peut pas se prendre F4 dans la foulée. Donc, il fixe tout ça. Et pareil, Magnus n'a pas du tout envie de voir sa structure figée. Et je pense qu'il est obligé de prendre en passant, hein, parce que sur un coup comme cavalier G6, ou même cavalier D7, ça veut dire qu'il accepte de se faire remonter sur la dame et de ne pas pouvoir attaquer à l'aile droite. Donc voilà. Donc là, on peut dire qu'arriver ici, c'est plutôt logique. Et c'est là que, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris. Alors je sais pas ce que noir. Là, t'y crois pas du tout, là, si je décrypte un peu. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment, ça semble vraiment être un craquage. Vas-y, tu peux le jouer. Fais-toi plaisir. Je me fais plaisir, je joue le coup de Magnus. G5. Allez, on pousse les pions devant le roi, on fait des attaques. C'est pas une attaque à la baïonnette, mais on peut dire que, voilà, on pousse les pions devant, on veut faire une avalanche de pions. Exact. Mais ça va pas se passer comme prévu. Ouais, ça c'est très clair. Donc en fait, dans cette position, ok, faut vraiment avoir. Alors je sais pas si c'est un suicide, un machin. Juste c'est, je sais pas. C'est en fait, si tu veux, évidemment, j'aurais peut-être été le premier à le jouer. Hein, je vais pas se mentir, hein, mais peut-être que contre un joueur du niveau de Caruana, c'est pas les prises de risque classiques, tu vois, à leur niveau. Là, c'est une grosse prise de risque, tu veux dire. Voilà, c'est, tu vois, t'acceptes que tu peux perdre très clairement la partie sans vraiment avoir d'attaque. Alors peut-être qu'il considérait que sa position était déjà mauvaise et que, je sais pas trop ce qu'on pouvait jouer. F6, ça doit être naturel, hein, je sais pas, c'est quelque chose dans ce genre-là. Et mais bon, ouais. après, il pourra toujours le faire plus tard. Hein. Peut-être qu'il après c'est je veux dire c'est une grosse concession stratégique j'ai ça. Bon après voilà, après sinon que on a l'impression que les pions avancent, mais je suis un peu perplexe quant à la valeur. Après alors c'est là, toujours pareil. On remarque quand même que du côté de l'aile roi, les noirs ont une majorité de pions. 3 contre 2. Ah, tiens, je le fais en jaune chez les blancs. Et du côté de l'aile dame, ce sont les blancs qui ont une majorité de pions. Donc 4 contre 3. Voilà. Ouais. Donc effectivement, quand on a une majorité de pions, enfin, de façon classique, on essaie de pousser ces pions pour se créer un pion passé. Enfin, on est comment dire, en surnombre. Et là, bon, le coup G5 de Carlsen, on voit aussi que le désavantage, c'est que ça affaiblit le roi. Et Fabiano, eh bien, il joue C4. Donc il laisse faire les noirs. Je pense qu'il doit. Parce que si tu commences à trop te poser de questions, et on verra peut-être dans la partie le tournant, c'est qu'il a bloqué l'attaque d'un truc, on va voir que tout va se bloquer. Tout arrive, et je pense que ce sera notre prochaine position critique, hein, parce que F4, ça me paraît plutôt normal. Il doit continuer son attaque. L'idée de faire G4 et de poursuivre l'avalanche de pions. Exact. Donc là, il joue plutôt normal. Donc C3, logique aussi, on peut pas vraiment nier ce fait. Évidemment, ici, il fallait anticiper la poussée C5, puisque le pion, le cavalier F6 enfin le cavalier E5 peut avoir des ennuis. Et là, évidemment, je crois pas qu'on le cavalier E5 qui est bien placé, qui est soutenu par le pion D6, hein, il est sur un socle. On voit bien que le pion D6, c'est un peu on va dire ce qui tient la baraque chez les noirs. Voilà, c'est ça. Mais dans le même temps, c'est lui aussi le talon d'Achille, quoi. Donc, c'est toujours,
toujours complexe. Alors là, évidemment, un coup comme G4 marcherait pas parce que tu prendrais un truc intermédiaire en E5. Et D'accord, fou prend finalement, E5, élimine défenseur de G4, et si je pion pense prend que F3... ça, est-ce qu'on pourrait pas juste jouer ça? Ce sera un peu, c'est le thème de l'arroseur arrosé, c'est finalement le mec qui croyait qu'il attaquait, qui se prend une partie. D'accord. Alors, effectivement, l'arroseur arrosé, Alors, donc là, les noirs ont poussé, veulent attaquer le roi blanc, et c'est eux qui vont être en danger. quel est le meilleur truc? Et là, je pense que l'attaque est vraiment décisive. Donc, on peut difficilement accepter ça. Mais, c'est même ici, je pourrais très bien jouer un peu comme Fou4. Hein. Faut 4, tranquille, ouais. Voilà, en me disant que de toute façon, les pions sont trop avancés. J'ai peut-être cherché une conclusion directe, peut-être pas forcée, mais bon, ça a l'air d'être un gros avantage quand même. Hein. Mais Fou4, c'est vrai que c'est peut-être t'attends, tu te prépares. Tu prépares quelque chose contre le pion F4 qui devient une cible. Et tu vois, maintenant, toutes les attaques classiques marchent pas très bien. C'est si tu fais genre un coup, on va le voir peut-être plus tard, c'est plus intéressant. Alors, on va avancer. Alors, ça, c'était pour dire F4. Donc là, fou F5, c'est normal parce que, en fait, il y aurait un faux ami avec fou F6 en se disant que finalement on empêche C5, mais en fait, on empêche pas du tout. Et, On n'empêche jamais C5, hein, si j'ai bien compris. Ça arrive. 5, et on comprend pourquoi Magnus a voulu laisser son front E7 pour pas le bloquer ça. Là, tu te prends quand même un sacré canard. Là, t'as tout qui arrive, je me laisse de faire 5 D7. On est proche de l'imposition. Alors, dans la partie 5, c'est normal. Fabiano, évidemment, doit pousser C5 parce que si tu veux, si maintenant tu temporises un peu trop, l'attaque va aller beaucoup plus vite des noirs. C5, pion prend, cavalier prend F3, c'est normal. Okay, prend fou. Et prend C5. Là, je pense que pour AD1 c'est normal. Alors, il semblerait que j'ai vu les commentateurs parler d'un peu comme G4. Pareil. Wow. Ouais, faut avoir c'est quoi l'idée? En fait, il veut juste fixer. Il bloque l'attaque. Okay. Son idée, c'est que si pion prend en passant, va juste faire votre rang G3. Et après, c'est bizarrement le roi noir qui est complètement de toute façon. Parle dans ton micro. Oui, vas-y. Ton micro, Jean-Noël. En train de faire ça, donc ici. Et si tu recules avec le fou, finalement, tu te retrouves. Fou D7, fou G6. Ouais, à ce moment-là, maintenant, je viens avec la tour 1 et j'ai bloqué en fait ton attaque de pion. C'est-à-dire que maintenant, c'est la dame en F3, on dit que c'est jamais un très bon bloqueur, une dame. Non, mais tu vas pas la chasser facilement, cette dame. Et là, peut-être que la situation est déjà presque terminée. Alors, je sais pas, j'ai pas, comme je t'ai dit, j'ai pas pu analyser en détail, mais bon, après, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que on n'est pas, à l'époque des Starov Karpov, même si on va chercher plus loin, Fischer Spassky. Maintenant, tout le monde a des super ordi, comme ce que tu as montré du norvégien, et ils regardent l'évolution de l'ordi et ils disent, on a fait personne n'a joué. Honnêtement, G4, c'est pas un truc qui est évident à jouer, parce que tu affaiblis ton roi, tu peux revenir en D7. Oui, on n'y pense pas comme ça. Faut tenir compte aussi de la prise en passant, enfin, de plusieurs possibilités pour les noirs. C'est quand même hyper naturel de jouer tour D1, tu prépares D6. Bien sûr. En fait, honnêtement, dans cette position, je sais pas si tu as vu la conférence de presse, donc là, Magnus, il avait peur de Dame H5. Il avait peur de Dame H5 dans cette position. Et en fait, sur fou G6, il peut faire... Ah, il me semble qu'il a dit Dame H5. Oui, c'est un coup qui était très dangereux. Si c'est Dame H6, il a proposé. Et là, en fait, tu dois protéger le mat, et ensuite, il avait peur, la case G7, il avait peur que le cavalier arrive en C4, et que là, il soit complètement glissé. D'ailleurs, ok, ça, c'est facile à dire. Je pense que
très probablement, c'est qu'il y avait les C4. Mais encore une fois, c'est pas si facile. Si tu joues à la pression des gens pas du monde, t'as un mec qui est champion du monde en titre, un joueur depuis 10 ans. Honnêtement, voir ça arriver alors que tu vois que le mec a foulé, c'est compliqué, parce que si tu veux même Magnus lui-même, tu sais qu'après qu'il y avait les séquelles du jeu, après c'est toujours facile d'analyser la position d'un point. Non, mais on est d'accord. En fait, Fabiano a très bien joué avant, justement, où c'est 4 C5, il a poussé très vite, et au moment où il craint quand même un petit peu à l'aile roi, tout d'un coup il joue bon, on va voir ce qu'il va jouer pour empêcher les pions d'avancer, mais il manque un peu le coche, continue à pousser et à profiter de son initiative. Ouais, c'est clair, position-là, tu sais, ça fait pas plaisir, t'as F3 qui arrive, G3 qui arrive, tu sais, tu peux penser garder le contrôle avec H3 et garder l'avantage, c'est parce que finalement, les gens critiquent H3 ou, tu sais, coup pourri, mais déjà là, tu dois sentir qu'après G3 et Dame H4 et t'as pas de sacrifice avec des H3, tu sais, dans cette situation, tu sais, tu dois aussi sentir qu'ici, tous les sacrifices vont pas arriver, que t'as pas d'F3 qui arrive, t'as pas le soutien des tours, t'as quand même le fou des 6 en l'air. Tu dois sentir ça, tu dois sentir qu'après F3, tu dois faire tour F1, parce que t'as pas 50 coups, parce que finalement maintenant, si tu prends F3, le fou va bouger, sur la colonne F. Cette position, elle peut quand même paraître hyper dangereuse, quoi. Maintenant, tu peux, avoir des percées classiques à base de G3, oui, des sacrifices pour ouvrir les lignes, les diagonales, quoi. D'accord que quand t'es assis dans ton fauteuil avec un ordi, c'est vraiment, il va de l'ordi dit plus 2, c'est pas pareil. Donc, c'est quand même un peu ménage 3. À mon avis, c'est peut-être ce qui coûtera, c'est son manque, peut-être sa frilosité qui coûtera peut-être cher à Fabiano, mais c'est difficile à critiquer, hein. C'est après, quoi. En fait, le problème, c'est que il faut aussi trouver que dans cette position, Dame 8, Dame G6 ramasse les forces et finalement permet de sauver autant près. Mais pareil, hein, tu considères que H3, tu penses pas forcément à la manœuvre Dame 8, Dame G6, bon, même si ça paraît quand même un peu logique. Mais bon, c'est toujours pareil, tu sais pas trop ce qu'a les Fabiano, c'est difficile à dire. Il a peut-être pas vu Dame H5, il a peut-être pensé qu'il y avait les C4, il a peut-être trop risqué. Et c'est à la conférence de presse, il a dit qu'il pensait ne jamais avoir été gagnant, donc à partir de là, si le numéro 2 mondial te dit ça, c'est que, c'est pas si facile, quoi. Il faut dire qu'il a raté le coche, mais pas que ça soit non plus un truc de folie. Super évident. Bon, en tout cas, avec la manœuvre Dame 8 G6, Carlsen réussit à se regrouper, à repositionner ses pièces plus harmonieusement et à défendre ses points faibles. Et la partie va se poursuivre encore, toujours la possibilité, mais là maintenant, Caruana décide de liquider de nouveau pour ce qui. Et là, de toute façon, les fous de couleurs opposées, les manques d'attaque, je pense que là, on n'a pas vraiment de perspective d'attaque contre le roi, plus de pression réelle. Les C4 étaient quand même bien chiants. Bon, je pense qu'il a raison de tout échanger. D'accord. Il a échangé avec H4 et surtout, bon, on peut toujours espérer que elle est pas très harmonieuse la position des noirs finalement. T'as le roi qui est un peu à poil, c'est pas très joli, effectivement. Mais bon, mais c'est là qu'il faut reconnaître le mérite de Magnus, c'est qu'il sent encore qu'il y a peut-être du danger et il va encore jouer de façon très précise pour annihiler toute possibilité. J'étais pas convaincu quand je regardais la partie là, mais je sens que c'est tellement puissant comme tout que il bloque tout, il contrôle la case G4, il empêche de reprendre H4, il donne un point de fixation à son fou. Et surtout, il contrôle la case G7, je trouve que c'est, enfin, ok, évidemment, c'est hyper bien vu, évidemment, c'est Magnus, mais juste, ça fait toujours quelque chose. C'est une précision diabolique. Parce qu'il faut quand même voir la tranquillité quand t'as le fildé qui avance, la tour qui peut rentrer sur la 7ème, c'est quand même vraiment précis. Non,
le H5, l'idée H5 sous G4, c'est tellement fort que C'est bien. ça en Solide. reste sympa. Alors, on va jouer, on Voilà. va aller jusqu'au bout. Voilà, la fin de la partie. Il va y avoir des échanges. Voilà. Et fou de couleur, enfin, tour et fou de couleur opposée. Ouais, voilà, il finit la partie. La tour noire Il- derrière le pion blanc. Voilà. Pour La case D7, pas de possibilité contrôler. d'intégration. Et tu vois quand La case même, D7 contrôlée. pour faire gaffe si tu veux pas te retrouver avec des ennuis avec les blancs, si tu te dis tiens, je vais peut-être c'est de promouvoir mon pion D, tu vois, genre jouer un coup comme fou7 ou truc. Si tu perds le pion G, c'est toi qui c'est normal de l'utiliser. Au moment où la tour rentre en E2, que la partie est nulle. Donc là, bah voilà tout. Ok. Mais c'est vrai que le coup de jeu a été hyper intense. Et encore une fois, on peut toujours dire que, on pourra toujours dire que la position des blancs était avantageuse, voire probablement gagnante, que Fabiano a raté le coche. Mais en même temps, c'est pas si évident. Il n'a pas raté le coche 10 fois, tu vois. Il a raté le coche un coup. Non, enfin, voilà, il faut saisir le moment. En tout cas, c'est quand même d'un très très haut niveau. C'est parti, ça c'est sûr. Ah, en fait, je suis passé, j'ai regardé sur 1624, genre, au moment où il a fait H3, ça a défilé, et commentaires d'insultes, de machin, en disant, ouais, c'est tellement facile de trouver KSK, de trouver la machin, enfin, ça fait un peu rigoler, mais on est dans cette période de l'histoire, en guillemets, où c'est facile de commenter, alors que c'est facile de spéculer sur son ordi, alors que c'est Bah c'est super. Merci Jean-Noël pour tes super super chouettes commentaires pour ces parties. T'as été comment dire très agréable à écouter et en même temps tu as donné plein de variantes qui montrent les possibilités, la complexité de ces positions qui sont jouées et donc encore une fois un applaudissement pour ces belles analyses. Alors, moi, je prépare toujours à la fin une petite surprise. Elle va arriver. C'est qu'est-ce que ça va être? Donc, je rappelle que mon invité ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je vais mettre une position et je vais demander à Jean-Noël de résoudre le problème. Jean-Noël, tu es prêt, Jean-Noël? Je suis prêt. Attention, top départ. Dans cette position, tu dois trouver le plus rapidement possible le seul coup qui ne mate pas. Très au blanc. Le seul coup qui ne mate pas. Ouais, alors non, c'est pas trop blanc, qu'est-ce que je raconte? Si, très au blanc, le seul coup qui ne mate pas. Seul coup qui ne mate pas. Qui ne mate pas. Alors, je rappelle, parce que pendant que Jean-Noël réfléchit. Pas évident, on cherche toujours à mater tout ça, et là je lui dis non, il faut que tu trouves le seul coup où il n'y aura pas échec et mat. Donc c'est quand même pas très habituel comme type de question. Donc je peux te dire que tous les... T'as trouvé? Eh ben si t'as la main, tu le joues. J'ai pas la main. Oh, pas jouer parce que je t'ai pas donné la main. Il faut à chaque fois que je te redonne la main, c'est incroyable. Vas-y. On est sur pas de chasse. On a été sur chasse base. Hein. Ah si, je suis bête. Force 6. C'est fantastique. Bravo, G. Alors, il faut expliquer l'idée. L'idée, c'est que, effectivement, il y a échec au roi. Avec le fou. Voilà. Mais, les noirs peuvent jouer la tour B7 et capturer ce même fou, parce que maintenant, cette tour n'est plus clouée. Je rappelle que, juste avant, la tour était clouée. Donc, là, elle était complètement clouée par le fou à 8. Donc, il faut jouer le seul coup qui décloue le fou à 8 pour libérer la tour noire
afin qu'elle puisse capturer le fou H7. Donc Exact. ça n'a rien à voir avec les championnats du monde, avec ce qu'on a dit. C'était juste montrer une position originale, où il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, et t'as rempli le contrat. Ouais, j'ai rempli le contrat. Voilà. Ok. Ouais, j'avais dit la solution plus tôt, mais t'es en train de parler, je sais pas si le son est coupé. Ah, on verra. Ouais. Oh, j'ai fait semblant de pas entendre, en fait. Je sais pas. Oui, peut-être. C'est pas très important. Bon, écoute, merci pour avoir participé à cette émission, pour avoir même pris le temps d'analyser. Et puis, je te souhaite déjà une bonne soirée et qu'on se retrouve rapidement autour d'un vrai échiquier et puis peut-être un tournoi où il y aura des... comme à Kilkenny. Voilà. Voilà, ça marche. Allez, bonne soirée. Salut. Salut.